Je pense que c'est conscient, en tout cas, que Mal d'Aurore, depuis le début, est un film de rupture. D'abord parce que le sujet est bien plus grand que moi et que j'ai plus envie de parler de mes petites névroses personnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'embrasser des sujets qui me dépassent, qui me confrontent, qui me perdent un petit peu. Alors, l'idée est venue très tôt en amont. C'est arrivé en 95, j'avais 22 ans, 23 ans quand c'est arrivé, donc très vite en fait. Moi qui étais un jeune homme qui a toujours nourri une ambition de faire du cinéma, je me disais, face au dysfonctionnement sévère en fait de cette affaire, tout autour de cette affaire, je me disais que c'était qu'il y avait potentiellement un grand film à faire. Enfin, il y avait vraiment beaucoup d'éléments qui me permettaient d'envisager un film. Sauf qu'évidemment, j'étais très jeune. L'affaire est déjà très touchy, et toujours très touchy en Belgique. Donc c'était inimaginable d'envisager quoi que ce soit. Et puis surtout, j'avais pas de point de vue. C'est-à-dire que c'était simplement tous les éléments complètement fou autour de cette affaire qui me permettait d'envisager, de me dire, voilà, il y aurait moyen, il y aurait matière pour faire un film incroyable. Bien sûr, il manquait un point de vue. Et c'est vraiment le point de vue, je l'ai trouvé que bien plus tard, en fait, où j'ai été frappé par l'idée que le point de vue pouvait être le point de vue d'un jeune flic qui tend désespérément vers une quête de justice, en fait, et qui va se confronter, en fait, encore une fois, à tous ces dysfonctionnements. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. C'est vraiment un long projet de maturation. Et de Dieu, vous le connaissez? Pas personnellement. Alors, je vous explique. Il a déjà été condamné pour viol sur mineur. Et je pense qu'il a peut-être enlevé Cécile et Elina. Alors, j'ai monté personnellement une opération pour en avoir le cœur net. L'opération Mal d'Aurore. Alors je veux un adjudant. C'est effectivement un travail assez d'équilibriste entre la fiction et le réel. Donc c'est un travail en deux temps. Donc avec mon scénariste Domenico Laporta, on travaille un peu comme ça d'habitude, c'est-à-dire que lui travaille plus l'aspect dramaturgique. Alors bien sûr, on épouse ensemble les grandes phases, les grandes articulations de la dramaturgie, et moi je fais un travail plus de recherche, donc une recherche de manière un peu compulsive, je plonge dans les dossiers, j'essaye simplement de nourrir la dramaturgie. Donc on a pensé une dramaturgie et j'essaye, avec le travail de documentation, de la nourrir. Alors par rapport aux victimes de l'affaire, c'est effectivement toujours quelque chose de très délicat, mais c'est pas notre point de vue, c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est un jeune flic, un personnage fictionnel. Donc à aucun moment on s'est posé bien sûr la question avec la production, si on allait parler, communiquer avec les parents des victimes. Mais très vite, on a pris la décision de ne pas le faire parce qu'encore une fois, ce n'était pas notre sujet. Notre sujet, c'est l'histoire globale, universelle, celle qu'on a tous traversée d'abord en tant que Belges et puis après en tant qu'Européens. Donc c'était vraiment plongé dans cette matière-là. Et bien sûr, c'est un film de fiction. C'est avant tout un film de fiction. C'est un film qui s'inspire d'éléments réalistes, réels bien sûr, mais qui tend vers une fiction, et donc vers une fiction résiliente, si je puis dire, ou même réparatrice, et très populaire, dans le grand sens du terme, je l'entends bien sûr, avec une approche très néo-réaliste au début, qui tend, au fur et à mesure qu'on épouse le point de vue de Paul Chartier, on bascule vers une forme un peu plus expressionniste, parce que c'est une forme expressionniste obsessionnelle, celle de Paul Chartier, interprétée par Anthony Bajon. Excusez-moi, vous me parliez? Oui, il faudrait penser à surveiller votre enfant, monsieur. On va faire quoi? On va fouiller sa chambre encore une fois? Ah bah non, vous pouvez pas visiter sa chambre, il est mineur. Hein? On respecte la loi dans cette maison. Donc on va rien faire. Vous êtes venu pour rien faire. Fabuleux votre métier, hein? Chômeur. Oh, oh, oh! Hey, On n'a pas de plainte. Ouvre maintenant, ouvre! Hein? C'est un mineur, Chartier. Laisse tomber, d'accord? Allez, on se casse. Oh! Chartier, putain! Le personnage a été écrit, bien sûr, en écho à ce que, même de manière inconsciente, en écho au jeune homme que j'étais. Donc,
et même de l'homme que je suis en général. Donc je pense qu'être beaucoup de colère m'anime, de manière générale. Mais bon, c'est pas tout. C'est-à-dire qu'effectivement, il fallait construire un arc cohérent avec des questions importantes qui sont la justice et le mal. J'en ai souvent parlé en promo. Comment ce personnage s'est construit, c'est vraiment autour de ces deux piliers entre la justice, le mal, le dilemme moral en fait, le dilemme moral que rencontre ce jeune flic qui vient d'un milieu fracassé, qui tente désespérément de s'extraire de ce milieu fracassé, marginal, et qui pense qu'en devenant gendarme, il va pouvoir contribuer à l'effort de justice. Ça, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Parce que ça le plonge dans un milieu très très populaire. Donc c'est un jeune homme qui est issu directement du peuple, avec cet idéal de justice. Et dans cet idéal de justice, il va rencontrer des obstacles qu'il va devoir surmonter avec ses petits points et avec toute son innocence et tout ce qu'il engage de lui-même. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup là-dedans, parce que on peut tous se reconnaître en ça, c'est-à-dire qu'on a tous envie de justice, mais parfois le droit est ainsi fait que c'est un peu l'équation d'Ortiari en fait. La justice et le droit, c'est pas toujours la même chose. Un avocat peut avoir étudié le droit et se foutre complètement de la justice, et on peut ne s'intéresser qu'à la justice et se foutre du droit en fait. Mais ici, Paul Chartier, en fait, parce qu'il veut tendre vers cette justice, et donc il accepte en fait le droit, il accepte la procédure. Sauf que cette procédure dévisse complètement. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait ? Et donc c'est vraiment cette intersection-là que je cherche. C'est l'intersection où à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire en fait face à une justice qui ne se rend pas, qui dévisse complètement. Qu'est-ce qu'un jeune homme épris de justice, qu'est-ce qu'une population éprise de justice peut faire ? Maldoror n'est pas invigilante, comme on m'a souvent dit, n'est pas du tout invigilante, même si j'adore le genre, mais à mon avis c'est autre chose. Il pousse la réflexion de la justice à un point déterminant. Et à mon avis, même si j'ai j'ai aucune certitude de rien et de moins en moins, mais par contre j'ai cette conviction-là, c'est-à-dire que la nature des hommes est ainsi faite que ce genre d'aventure, ce genre d'histoire va se reproduire inlassablement, et que la seule manière de se préserver de nous-mêmes, c'est une justice qui puisse fonctionner, aussi imparfaite soit-elle, mais qui puisse fonctionner. Donc en ce sens-là, le film est très politique, je crois. Oui. Pourquoi vous n'avez pas transmis mon rapport sur De Dieu ? Qu'est-ce qui vous prend, Chartier ? La cave là, je les ai entendus me mettre pour un con. Je me prends un con. Paul, S'il arrive quoi que ce soit à Cécile ou Elina ou aux deux petites flamandes, je leur balance tout sur Maldoror à eux. Qu'est-ce qui m'a pris de m'en mettre un délinquant dans votre genre? Quoi Je peux être fier de sa racaille de fils. Anthony Bajon, pour moi, c'était une évidence, d'emblée. D'abord parce que je l'ai vu il y a quelques années dans ce film incroyable de Cédric Kahn qui s'appelle La Prière, et que je ne l'ai jamais oublié, et que j'ai toujours pensé qu'Anthony était probablement le meilleur acteur de sa génération, en tout cas pour moi le plus complet. Il dégage une humanité folle, une fragilité incroyable, et en même temps une grande force. Il convoque pour moi les grands acteurs de l'avant et de l'après-guerre, français je veux dire. Il a quelque chose de Gabin. Il a aussi ce sens très populaire. On voit que voilà, il vient aussi d'un milieu très populaire. Et je trouve que l'empathie avec lui est immédiate. Il a ces grands yeux de mon chichi et qui permet en fait une adhésion complète, totale. Et donc très vite, j'ai demandé à rencontrer Anthony pour lui proposer le rôle. Et il a répondu favorablement. Et très vite, j'ai su que c'était avec lui que je voulais faire le film. Ouais. Le rôle de Marcel Dedieu a été proposé à Benoît Poelvoorde au tout début. Donc c'était Benoît qui devait interpréter Marcel Dedieu. Pour plein de raisons. Et finalement, Benoît a décidé de ne pas le faire. Et il se trouve que Sergi, qui est un acteur que je connais depuis longtemps et avec lequel j'ai cherché à travailler plusieurs fois, ça ne s'est pas fait. Et donc là, il m'avait donné un accord pour n'importe quoi. Il m'avait dit,
même 2 jours, je le fais. Et effectivement, il avait un petit rôle. Et quand Benoît a pris la décision radicale, enfin définitive, je veux dire, plutôt pas radicale, plutôt définitive, de ne pas interpréter le rôle de Marcel Dedieux, j'ai très vite pensé à Sergi. D'abord parce que c'est un immense acteur, et que dans les rôles de salopard, il est absolument toujours brillant, absolument extraordinaire. Et effectivement, j'ai voulu jouer avec sa physicalité, en opposition avec Paul Chartier. C'est-à-dire, c'est presque un combat, c'est David et Goliath, en fait. Il y a quelque chose comme ça, presque un combat un peu mythologique entre les deux. Et puis surtout, Sergi n'avait pas peur du rôle, aussi parce qu'il est catalan et qu'il est loin de l'affaire Dutroux, et que, bon, bien sûr, il a entendu parler de Marc Dutroux, mais il s'en fout. C'est-à-dire que c'est pas du tout un enjeu, il n'y a pas de problème moral par rapport à ça. Il s'en tapait d'interpréter un tel ou un tel, c'est-à-dire qu'il voyait très vite ce que je cherchais à faire. Il a confiance en moi, il avait confiance en moi, il a toujours confiance en moi, je pense, mais on a très vite compris ce qu'on cherchait à faire par rapport toujours à Paul Chartier. Et puis ça a été vraiment un grand moment de bonheur de travailler avec Sergi, parce que Sergi est un acteur très facile à travailler. Il s'émerveille de tout, il a fait 50 films, il s'émerveille de tout, il est toujours dans l'instant, en fait, il est d'une porosité folle. Oui, c'est vraiment très agréable de travailler avec Sergi. Ouais. Laurent Lucas, un acteur avec lequel j'ai travaillé plusieurs fois, et c'est quelqu'un aussi que j'aime beaucoup, qui a une singularité assez étonnante, hein, même physiquement. Donc très vite, j'ai pensé à Laurent pour le rôle de Charles Linkle. D'abord parce que c'était un rôle très difficile. Je pense que c'est un des rôles les plus écrits du film, avec beaucoup de dialogues, des dialogues pas faciles. Il représentait la politique, le joueur d'échecs et la stratégie, la lâcheté, la cupidité, l'intérêt. Enfin, c'est un rôle quand même très complexe. Alors c'est un personnage qui est marqué dans sa chair. Il fallait un acteur très technique. Et Laurent est très technique. C'est un acteur qui a énormément de technicité. Ça l'a rendu fou, hein, parfois, parce que c'était très compliqué de jouer avec cette espèce de cicatrice, les dialogues, le costume, l'œil caché. Enfin, ça a été parfois un peu difficile pour lui. Mais je savais que Laurent allait amener quelque chose de différent, d'ambigu. Et donc très vite, j'avais l'espèce d'intuition que c'était à lui à qui je devais proposer ce personnage. Et ça s'est fait, parfois avec difficulté, pour être tout à fait honnête, parce que effectivement, encore une fois, le personnage était très technique. Il ne pouvait pas s'abandonner en fait juste à l'ici et maintenant, au rôle ou à la situation. Il était toujours entravé. Mais je trouve qu'il s'en sort admirablement bien. Oui. Maintenant, j'ai un peu d'expérience, donc je fais toujours très attention aux acteurs. D'abord aux acteurs que je choisis et le travail en bonne intelligence. Je fais vraiment attention. C'est important pour moi de pouvoir travailler en collaboration et en bonne intelligence, encore une fois. Alors, il y a des acteurs, comme vous dites, avec lesquels j'ai déjà travaillé. C'est sûr que travailler avec Berroyer, c'est toujours un pur bonheur. Hein. Jackie est absolument délicieux, plein d'esprit, facétieux et d'une intelligence redoutable et d'un humour absolument redoutable, même dans des situations qui sont parfois certaines scènes sont compliquées, mais Jackie amène toujours quelque chose de différent. Alba Gaia Bellucci, j'ai fait un film avec elle, Inexorable, je l'aime beaucoup, je pense que c'est une actrice magnifique, d'une beauté rare, d'une sensibilité rare et d'une grande profondeur, presque d'une autre époque. Je pense qu'elle appartient à un monde presque oublié du cinéma. Oui, et puis je pensais que le couple Alba et Anthony fonctionne admirablement bien, ils sont très touchants, il y a une innocence, ils sont presque comme des enfants au début du film, il y a quelque chose de très touchant entre eux, qui m'émeut beaucoup, en tout cas, qui nous a tous beaucoup émus. Ce mariage à faire a été assez fantastique, aussi parce qu'on l'a filmé pratiquement dans des conditions du réel. Puis Alexis Manenti était... En fait,
j'ai construit le casting autour de Anthony. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai mon rôle principal, je construis autour et j'essaye simplement de construire le mieux possible. C'est-à-dire qu'Alexis Manenti répond très très bien à Anthony. Il forme un binôme assez étonnant. Donc voilà, tout le casting s'est construit autour d'Anthony et j'ai simplement essayé de construire un casting, encore une fois, avec des gens intelligents et profondément valables, quoi. Enfin, il me semble. Ouais. Dans mon coffre. Quoi? Dans mon coffre. Paul. Mais regarde, ça va prendre 1000 ans. Il y a une télé, un lecteur, il y a 1000 cassettes, viens. Mais de toute façon, elles partent demain au centre audiovisuel, tu vas faire quoi? Avec le guignol qu'ils ont, ils vont jamais rien regarder. Prends-en, j'en prends, on ramène demain, viens. Mais non, mais c'est pas notre boulot. Putain, c'est un truc de fou, tu veux pas lâcher tes poufiasses une nuit. Une nuit. Allez, je tape des capotes, viens. Putain, va te faire foutre. L'authenticité était un défi majeur pour moi. D'abord parce qu'il s'inscrit dans une région, le film se passe dans une région qui a éminemment souffert de cette affaire. Charleroi, Marcinelle, enfin tout ce coin du Hainaut, qui est une province de la Belgique. Donc je voulais vraiment être redevable, je voulais rendre justice à toute cette population. Donc je voulais vraiment l'intégrer dans le corpus du film. Bon, il fallait trouver le bon ratio, le bon équilibre entre les acteurs plus professionnels et bien sûr les gens que je trouvais dans la rue. Donc on a fait un gros casting sauvage pour trouver les bonnes personnes. Ça a pris du temps. On a fait pas mal de rencontres avec les acteurs professionnels. Par exemple, toute la communauté italienne de Marchenopon, a été trouvée vraiment en repérage. Très vite, je me suis dit qu'on allait tourner là et utiliser les gens du coin, en fait, vraiment, qui étaient tous absolument charmants et absolument qui acceptaient en tout cas de participer au film et d'être eux-mêmes en fait dans le corps du film. Donc ça a modifié le script, en fait, toute cette partie dans la mission catholique italienne. Donc en fait, c'est simplement aller à la rencontre des gens, être au milieu d'eux et puis les prendre avec soi et organiser des rencontres entre les acteurs professionnels et les non professionnels et créer une sorte de famille en fait homogène, ce qui a été très simple à faire. La ville de Charleroi, vous avez raison, elle est hyper présente dans le film. Moi, je viens pas de Charleroi, je viens de Bruxelles, mais je connais Charleroi depuis, je connais en tout cas la réputation de Charleroi depuis l'enfance. C'est une ville difficile, c'est une ville qui a assez mauvaise réputation. Donc, en fait, le truc, c'est que, bien sûr, je la connais parce que j'ai tourné une partie d'Adoration à Charleroi, un de mes précédents films, qui n'est pas vraiment dans le film qui a été coupé, mais quand on a pris la décision de tourner à Charleroi, c'est sûr que j'ai voulu investir cette ville de manière profonde. Donc j'y ai passé beaucoup de temps. Je me suis énormément perdu à Charleroi. J'ai rencontré la population, j'ai passé beaucoup de temps au milieu de la ville. J'ai fait venir Anthony. J'ai essayé d'être très attentif en fait à la structure sociale de la ville. Et encore une fois, je pense que mes rencontres avec la population de Charleroi a profondément modifié mon regard sur la ville et sur l'histoire, sur l'affaire. Et il était fondamental pour moi de rendre justice profondément à cette population, qu'elle soit fière du film. Je pense que c'est une population qui a tellement souffert de cette affaire. Encore aujourd'hui, 30 ans après, il y a quelque chose où ils ont vraiment été moqués, ostracisés, ils ont vraiment été... il y a une plaie béante, quoi. Et donc il était fondamental pour moi de les rendre fiers de leur ville. C'était un enjeu vraiment très important pour moi. Je ne pouvais pas tricher avec ça. Je suis très content que votre ami qui a grandi à Charleroi ait reconnu, et c'est ce qui se passe souvent, c'est que les gens de Charleroi sont très émus par le film parce qu'effectivement, il n'y a pas de triche. Puis Charleroi est une ville aussi particulière, c'est-à-dire que c'est une ville qui n'a presque pas bougé. C'est un peu... il y a une telle misère là-bas, sociale, économique, même parfois morale. Alors il y a des gens formidables, il y a des gens qui font des choses extraordinaires, il y a une volonté politique, il y a plein de choses qui
qui essaye de bouger, mais la ville est quand même très marquée, très fracassée. Et quand on imagine que la ville était au milieu du 19e siècle, la deuxième ville la plus riche du monde, ça fait une sacrée chute. Le travail de repérage a été fondamental aussi, et très long, fastidieux. Donc la maison de Dieu extérieure, c'est vraiment un coup de bol qu'on a trouvé. On a trouvé cette maison qui n'a rien à voir avec la vraie maison de Dutroux, qui ne ressemble en rien, mais la maison qu'on a trouvée, en tout cas l'extérieur de la maison qu'on a trouvée, c'est vraiment, à un moment donné, on s'est dit, mais c'est inimaginable de voir ça. Par contre, on a reconstitué absolument toute la cave. Et là, c'est le seul endroit où on voulait vraiment coller à la réalité. Je voulais que cette cave soit pratiquement à l'identique. Donc avec mon directeur artistique Emmanuel de Molemester, on a vraiment travaillé sur la justesse de la cave, sur cette trappe inimaginable, indétectable. Donc voilà, là c'était beaucoup plus, ça collait vraiment à la réalité. Mais tous les décors ont été choisis parce qu'il y a différents mondes qui peuplent ce film. Il y a le monde de la police, il y a le monde de la communauté italienne, le monde de la prostitution de Charleroi avec le clan Santos. Il y a le monde des dégénérés, comme on disait, donc le monde de Dieu et sa bande. Enfin, il y a différents mondes et il y avait vraiment chaque fois une volonté de l'inscrire dans un corpus social et économique très juste. Donc voilà, on s'est beaucoup perdu, on a beaucoup cherché et on a beaucoup composé en fait. On a essayé de composer et puis surtout on a essayé de rendre ça le plus cru possible, c'est-à-dire presque à la manière d'un documentaire. C'est-à-dire qu'on refusait absolument toute l'esthétique d'un certain cinéma contemporain. Vous voyez, pour moi ça devait être cru. Ça devait être... il y avait une exigence de vérité, il y avait une exigence de réalité. Il fallait que ce soit profondément juste, que les gens puissent s'y reconnaître. Moi, ce qui me plaît toujours, c'est quand un comédien arrive sur un décor, il dit « il est où le décor ?» Et il est dans le décor. Ça, c'est quelque chose qui me plaît, parce qu'en fait, il ne voit pas le décor. Donc, c'est vraiment une volonté de rien faire d'artificiel, de rien faire de faux. On se dit « ah, c'est du cinéma ». Donc voilà, c'est un travail, c'est parfois un peu fastidieux, mais là, aussi, pour conclure, c'est-à-dire que comme on avait certaines contraintes économiques, il fallait prendre des décors pour ce qu'ils sont et les aménager légèrement, mais prendre les décors pour ce qu'ils sont, avec une justesse au plus juste, voilà. La mise en scène sur ce film, bon, même si c'est une mise en scène qui évolue entre le début et la fin du film, en fait, je résiste d'abord à moi-même, à mon lyrisme naturel, donc, parce que le sujet est plus important que moi. Donc c'est un film de rupture pour moi, je pense, Maldoror, vraiment. Donc il fallait une mise en scène âpre, à hauteur d'homme. Donc je voulais jamais être dans quelque chose de démonstratif, faire des beaux travelling ou faire des plans de grue, etc. Ça parfois... on en a fait quelques-uns, mais je les ai tous décapités au montage. Je voulais qu'on soit dans quelque chose de cru. Ce qui n'empêche pas la mise en scène, et le point de vue, et l'articulation de la mise en scène. Mais je voulais vraiment quelque chose de cru. Alors, bien sûr, la mise en scène, comme je l'ai dit tout à l'heure, bascule vers quelque chose de plus en plus expressif, parce qu'elle épouse l'expression de Paul Chartier, l'obsession de Paul Chartier. Mais au début, il fallait que ça ressemble presque à un documentaire, quoi. Ou en tout cas renouer avec un certain cinéma américain que j'adore, notamment le cinéma des années 70, que ce soit Friedkin ou Don Siegel ou Sidney Lumet. Donc voilà, c'était renouer avec un cinéma cru, sans fioriture, sec. Rappelons que Marcel de Dieu, 53 ans, possède un lourd casier judiciaire, vol, viol, agression, séquestration de mineurs, de quoi largement justifier une opération de surveillance qui pourtant n'a pas empêché le calvaire que Marcel de Dieu et ses complices ont fait subir à leurs jeunes victimes enlevées au nez et à la barbe des autorités.
La fin, effectivement, a été énormément débattue. Hein. D'abord en pré-production, en production, en post-production et même à la sortie du film, par la presse, etc., notamment en Belgique, qui a parfois très mal accueilli cette uchronie-là. Mais, qu'importe. C'est mon choix. Mon choix était... Alors, mon choix, encore une fois, n'est pas un choix qui est orienté parce que c'est un vigilante. Encore une fois, je le dis, ce film n'est pas un vigilante. Pour moi, cette décision de basculer dans l'Uchronie, en tout cas dans la réparation, ou en tout cas là où, je vais spoiler, mais où on tue en fait la figure, ou une des figures du mal en tout cas, c'est le point d'intersection du film. C'est les deux grandes questions qui irriguent le film, la justice et le mal. Que peut faire un honnête homme dans une société où la justice dévisse? À partir de quel moment il peut vraiment lui-même rendre justice? Et la question du mal, c'est quoi le mal en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'en tuant de Dieu, est-ce que le mal disparaît? On voit bien que non. Et c'est pas une décision impulsive que Paul Chartier fait. Et c'est tout l'intérêt, à mon avis, du film, c'est que on voit que le gamin, au début, est un gamin qui est soumis à son impulsivité. Et à la fin, ben non, il prend cette décision, mais c'est une décision qui n'est pas du tout impulsive. C'est une décision qui est mûrie. C'est une décision qui le confronte, qui le bouscule, qui le hante. Et ça, c'est à mon avis l'intérêt du film. Alors, l'Uchronie, après... Oui, parce que c'est aussi un film qui a une volonté, et je dis ça très, très humblement, mais une volonté résiliente, de réparation, d'apaisement. Mais ce ne sera pas suffisant. On le voit bien, c'est pas suffisant pour Paul Chartier. On voit bien que la fin du film... La fin du film l'apaise peut-être lui, en tout cas le fait rompre profondément avec ce qu'il a traversé. En tout cas, le fait accéder à mon avis à un niveau de conscience supérieur. Mais ça ne résout rien. Le mal est toujours là. Et la justice, malheureusement, dévisse toujours. Mais dans le corps de la fiction, je trouve ça intéressant, moi je trouve ça intéressant de poser ce genre de questions. Oui. La fin est sans doute particulière. Enfin, encore que, moi je la trouve pas si particulière que ça. Enfin, je pensais toujours à Snake Plissken, le héros de Carpenter dans New York 97. Il y a quelque chose à un moment donné comme une désillusion. La perte de l'innocence est totale. La désillusion est telle, le monde est ainsi fait qu'il veut plus avoir affaire à ces gens. Mais il garde quelque chose qui, à mon avis, est très précieux, c'est qu'il garde une vraie intégrité. Et je pense que ça rachète beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il garde sa propre intégrité. Et cette intégrité, modestement, je voulais la redistribuer aux gens de Charleroi. Nous voulons aider la famille, tellement que la famille, elle est surmergée. C'est pas possible, il faut les aider, ces gens-là. Il va faire ça tout de suite, parce qu'il ne faut pas attendre. Oddio, oui, il y a urgence. Il faut les retrouver. Anche sai che la gente di qua sono andata a aiutarli, pure a loro. Et en quoi cette action vous touche personnellement? Ça montre un grand élan de solidarité, et ça nous soude, et je pense que ça nous donne de l'espoir aussi. Et aux parents aussi. Et aux parents surtout. Merci beaucoup, monsieur. Comme vous pouvez le constater... Il y a pas mal de séquences qui ont été enlevées. Hein. Je ne me souviens pas de toutes, mais il y a quelques séquences, notamment avec les dégénérés, donc toute la bande de Marcel Dedieu. Il y a plusieurs séquences qui ont été enlevées. Déjà, le film est long, il fait 2h30. Je pense que j'aurais tout gardé, il aurait été encore plus long. Voilà, il y avait cette idée de fresque. Alors, la séquence de l'enterrement... Bon, je pense qu'elle sera dans les bonus DVD, mais c'est une séquence qui était... En fait, Paul Chartier se faisait passer pour mort avec le concours de sa mère, donc on l'enterrait alors que forcément il allait revenir.
il y avait une très très belle... Enfin, la séquence a été tournée, elle est magnifique. On dirait presque un film italien des années 60. C'est vraiment... Oui, il y avait quelque chose comme ça qui était très... très mais qui ne fonctionnait pas dans le corps du film. C'est-à-dire qu'il y avait une succession de fins qui faisait que en fait, ça ne fonctionnait pas et que je pouvais tout à fait m'en passer. On a essayé d'être au plus sec possible. Peut-être qu'on aurait pu être encore plus sec. Je ne sais pas. Allez savoir. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai l'impression que le film se construit correctement comme ça. Souvent, les gens certains, en tout cas, m'interpellent sur la séquence du mariage en me disant oui, cette séquence est très belle, mais elle aurait pu être plus courte. Mais je leur dis que si elle avait été plus courte, je pense que l'impact émotionnel de la famille, à la fin, aurait été diminué. Ce qui m'intéressait, c'est de rentrer en intimité profondément avec tous ces gens, et que cette intimité soit palpable, et que comme une connaissance en fait des gens, parce qu'on les a vus heureux, on les a vus dans un moment intime et de pur bonheur, et quand on les retrouve à la fin, quand Paul Chartier a tué Marcel Dedieu et qu'à la télévision on parle de cette tragédie qui vient de se passer, le regard en fait de cette famille sur Paul Chartier, ouais, moi je trouve qu'il est absolument très touchant, et le corollaire entre cette longue séquence de mariage et Paul Chartier qui, après avoir tiré sur Marcel Dedieu, pense à son amour perdu et à cette innocence perdue, bah, ouais, ça m'émeut beaucoup. Ce que je voulais vous dire à tous les deux, c'est que, franchement, ayez confiance. Le mal existe, bien sûr, autour de nous, mais le Seigneur nous dit qu'il a vaincu le mal. Et donc, soyons dans la joie, soyons toujours dans cette recherche du bonheur qui est à portée de la main. L'idée avec Vincent Cahet, donc, qui est mon ami d'enfance et la personne avec laquelle je travaille depuis de nombreuses années, c'était de composer quelque chose qui soit profondément analogique. Donc profondément dans ces années-là, d'être très proche du son des années 90. Donc Vincent travaille toujours beaucoup en amont, sur base du script, quand on est en prépa, me livre énormément de matière. Et dès le montage, le monteur, ici en l'occurrence Nicolas Nen, a complètement liberté sur tous les morceaux. Donc il déconstruit en fait certains morceaux, il utilise certains morceaux comme ça, il envoie à Vincent, et donc en fait il travaille comme ça en une sorte de binôme. Et comme Nico est musicien aussi, et a une oreille musicale assez incroyable, ce que moi je n'ai pas du tout, ils travaillent beaucoup ensemble. Donc voilà, en tout cas, ce qui était certain, c'est que je voulais quelque chose qui soit très analogique encore, très électro, qui convoque véritablement la colère d'un peuple, avec des thèmes très particuliers. Il se trouve que le thème du sifflement est quelque chose qui n'était pas prévu. Ça, c'est vraiment une expérimentation qu'on a gardée. C'est-à-dire que je me souviens en préparation, j'avais revu Le Mercenaire de Corbucci, et j'avais été ressaisi par le thème de Morricone. Et donc j'ai appelé Vincent, je lui ai dit essaye un peu de siffler le thème que tu as en fait. Et il a sifflé, et quand on l'a écouté tous ensemble, on s'est dit bah c'est formidable, on va le garder quoi. Aussi parce que ça convoquait une idée qui était, enfin quelque chose qui est un peu, ouais, qui est un peu disparu aujourd'hui, à part quand c'est magnifiquement retraversé par Tarantino par exemple. Mais ici, l'approche était très différente. Donc, ce thème nous a beaucoup plu et est très vite devenu le thème du film et le gimmick du film, en fait. Je cherchais à intégrer certains standards
certaines chansons des années 90 qui nous ont tous marqués. Il se trouve que Claude Barzotti est quand même un personnage très étonnant, on va dire. Étonnant, vraiment. Et puis ces chansons peuvent faire froid dans le dos. Ça dépend comment on les prend. Et puis il y a quelque chose qui était très populaire et puis qui me plaisait beaucoup en fait dans cette interprétation de cette scène terrible avec Mathilde dans la voiture. Puis ça jette quelque chose de très très mystérieux, de très ambigu. On ne sait pas très bien comment ça va partir, où ça va mener. Bon, je pense qu'on a compris que ça allait pas très très bien se passer, mais oui. Puis il y a quelque chose qui suspend le temps, qui me plaît beaucoup. Oui. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous amener, faire quelques pas à mes côtés. Je pense que c'est conscient, en tout cas, que Mal d'Aurore, depuis le début, est un film de rupture. D'abord parce que le sujet est bien plus grand que moi et que j'ai plus envie de parler de mes petites névroses personnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'embrasser des sujets qui me dépassent, qui me confrontent, qui me perdent un petit peu. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, véritablement. J'ai envie de parler du monde. Alors, ça ne changera rien. Je le sais bien, mais j'ai envie de parler du monde d'une autre manière, c'est-à-dire j'ai envie d'approfondir en fait mon regard et d'apprendre encore plus. Donc j'ai envie de prendre des risques autrement. Alors ça pose un problème, c'est que c'est des sujets plus lourds, plus chers, plus compliqués à monter. Mais bon, j'y vais gaiement. Là, je suis en fin d'écriture et je pense qu'on va commencer très très bientôt le casting et le financement de mon prochain projet qui s'appelle Caoutchouc, titre provisoire, mais qui revient en fait sur une période assez incroyable de l'histoire de la Belgique, qui à l'époque où l'État indépendant du Congo, donc un territoire qui fait 80 fois la Belgique, 11 fois la France, appartient à un homme, le roi Léopold II, et arrive le pneumatique, créé par Dunlop. Donc il y a une volonté, une demande de caoutchouc dans les pays industriels très très forte. Et donc le roi divise cet énorme territoire en concessions caoutchoutières où les indigènes doivent travailler avec des quotas de travail très très durs et une violence terrible. Et donc on bascule vraiment dans la barbarie. Hein. Conrad est pas loin. Hein. Et donc voilà, c'est tout un projet qui revient sur cette période de l'histoire. Donc c'est 2 décennies. Enfin, oui, c'est 2 décennies. Donc c'est de 1880 au début du 19e. Donc là, on est vraiment dans une année très particulière, c'est 1897. Donc avec l'exploitation caoutchoutière, les systèmes de primes, de quotas, la guerre avec les esclavagistes arabes. Donc c'est une période folle, une période complètement ahurissante, dont personne ne parle, qui est complètement oubliée. Bon, même si il y a des livres, hein, il y a des choses qui existent, mais c'est quelque chose qui n'existe pratiquement pas, en tout cas dans la mémoire collective. Et je pense que c'est une période très très déterminante en fait sur aussi ce qu'on vit aujourd'hui. C'est vraiment l'abandon en fait d'une certaine idée de ce qu'a été notre monde, notre civilisation, fondée sur l'évangile, sur l'humanisme, au profit du grand capital et de l'exploitation de l'homme par l'homme, jusqu'à la globalisation qui est en train de nous terrasser tous. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est profondément moderne et assez passionnant. Alors, comme ça peut paraître un peu écrasant et un peu lourd, mais ça reste toujours une coupe transversale et ça reste un film de genre, hein, ce sera un film d'action, donc avec une orientation presque à la Apocalypto, mais qui revient de manière frontale et très réaliste sur des exactions absolument terribles. On parle quand même de 3 à 13 millions de morts. Mais je pense que c'est notre devoir aussi, à nous les cinéastes, de revenir sur des périodes historiques très très fortes pour essayer de comprendre un peu mieux le monde qui nous entoure. Je pense que c'est super important, vraiment.
tout en faisant des films qui soient profondément engageants et populaires. Parce que, voilà, il y a vraiment une quête en personnel, où je veux vraiment toucher le grand public. J'y arriverai. J'y arriverai vraiment. Je le veux vraiment. Alors, je sais bien que je ne ferai jamais des millions d'entrées, mais je pense que les grands sujets peuvent nous apprendre des choses. Alors, il y a l'aspect pédagogique, mais moi, je suis un homme de cinéma, j'aime le cinéma, j'aime le genre, j'aime pas le cinéma plombant, j'ai aucune appétence pour l'ennui au cinéma, hein, très franchement. Mais je crois qu'un sujet pareil, qui est un sujet dont en tout cas personne n'a pris la mesure, en tout cas au cinéma, il n'y a pas eu un film qui a été fait là-dessus. Aucun cinéaste belge qui s'approprie sa propre histoire. Aux États-Unis, on revisite l'histoire. En France, même si c'est parfois un peu difficile, on revisite l'histoire. Chez nous, silence radio. Hein. Silence radio.